Bonjour à tous. Est-ce que tout d'abord tout le monde m'entend correctement? J'espère que oui. A priori ça marche, donc tant mieux. Alors je me présente, je suis Arnaud Boiteau, je suis écuyer du Cadre Noir de Saumur, cavalier de concours complet, et puis référent technique pour ce qui concerne l'écurie du concours complet au sein de l'École nationale d'équitation IFCE de Saumur. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous concerne, qui me concerne particulièrement, c'est celui de la reconnaissance du parcours de cross pour le complet. Je vous rappelle que la conférence dure une vingtaine de minutes, qu'à l'issue, on a un temps réservé pour des questions, dont j'espère qu'elles seront nombreuses, d'environ une dizaine de minutes, voire un petit peu plus évidemment. Vous rappelez que le document auquel vous allez avoir accès est téléchargeable, évidemment, sur le site et dont les références seront rappelées en dernière page. Vous dire que la webconférence est enregistrée, que le chat est public, qu'à la fin, vous aurez éventuellement un questionnaire de satisfaction auquel vous serez invité à répondre de manière à ce qu'au fil du temps, on essaye d'améliorer un petit peu nos prestations. Vous dire qu'on a une assistance technique d'une personne au cas où il y aurait un problème majeur et commun et général de son ou autre. Voilà, on va essayer de vous éclairer du mieux possible sur ce sujet qui est pas extrêmement complexe, mais qui par contre demande quand même une méthodologie bien particulière. Alors, la reconnaissance du cross en concours complet d'équitation, j'ai envie de l'articuler un petit peu autour de quatre dimensions. Premièrement, à quoi ça sert. Deuxièmement, les facteurs et les paramètres qu'il va falloir analyser. Et enfin, la méthode, comment on fait. Et puis, essayer de vous donner une dimension un peu plus pédagogique, didactique par rapport à la manière dont il faut reconnaître avec un élève, dès lors évidemment qu'on se met en position de coach ou d'enseignant. Donc voilà quatre thèmes autour desquels on va articuler notre travail. Alors premièrement, à quoi sert la reconnaissance du parcours? Bon, tout simplement, c'est de savoir où on va, et puis comment on y va. Donc généralement, le parcours de cross, c'est ou la deuxième épreuve ou la troisième du complet, selon qu'on participe à un national ou à un international. Mais dans tous les cas, c'est un élément majeur du temps de compétition qui permet de réduire l'improvisation et qui permet justement d'éclairer un petit peu le cavalier et le cheval sur ce qui va se passer. Parce qu'il ne faut pas oublier que le cavalier reconnaît pour lui, mais aussi pour son cheval, qui lui découvre en situation ce qu'on lui demande de sauter au moment du parcours de crosse. Alors le but, c'est évidemment de contribuer à la performance en évitant les fautes et les erreurs. Bon, les fautes et les erreurs, c'est les refus ou évidemment les chutes. C'est contribuer à la performance du fait que ça permet de mieux gérer le temps, puisque la règle du complet et du cross, c'est pas d'aller le plus vite possible, mais c'est d'être au plus près du temps imparti sous ce temps imparti. Ça sous-entend que la reconnaissance va permettre d'intégrer la problématique de gestion de l'effort, dont on reparlera un petit peu après. Et puis, ça permet également d'élaborer une stratégie, puisqu'il y a la reconnaissance théorique du parcours, et puis qui est forcément teintée de de la manière dont on va l'avoir pour soi-même. C'est-à-dire que le cavalier montre un certain cheval avec certains objectifs, objectifs qui peuvent être ceux d'un entraîneur. La reconnaissance va être faite en fonction de conditions extérieures, en fonction de la manière dont s'est déroulé le début de la compétition, je pense au dressage. Donc ça veut dire qu'une reconnaissance de cross apporte des éléments théoriques objectifs, mais aussi
est un acte de personnalisation, si vous voulez, en fonction de ce qu'on vient y faire sur ce concours et du cheval qu'on y monte. Voilà, donc une dimension générale, une dimension un peu plus personnelle. Alors les facteurs et les paramètres à analyser, il y en a plusieurs. Bon, ils sont assez connus, assez classiques, hein. Le tracé, évidemment, le tracé du parcours. Le nombre des obstacles. Alors tout ça est évidemment tributaire du niveau de l'épreuve auquel on participe. Évidemment, plus le niveau est élevé, plus il y a d'obstacles, etc. La nature des obstacles, l'obstacle de volée, ou alors plutôt des combinaisons, obstacles directionnels. Donc ça permet un petit peu de savoir la répartition des efforts. Très important, les différentes options, puisque les combinaisons sont généralement composées de deux options rapides ou lentes selon qu'on veuille prendre des risques pour être plus rapide ou selon qu'on veuille assurer mais en étant plus long, donc en étant forcément un peu pénalisé par le temps. Donc ça permet de savoir un petit peu déjà l'élaboration de la stratégie. La répartition des obstacles, très importante, qui va donner lieu, selon que les obstacles sont concentrés ou pas, à des zones qui sont plus ou moins galopantes. Donc ça, c'est très important parce que ça permet d'élaborer justement la stratégie par rapport à la répartition de l'effort qu'on va demander au cheval. Repérer aussi un autre paramètre, la présence d'éventuels d'éléments extérieurs gênants que peuvent être, alors sur un cross ils sont multiples, hein, ça peut être des racines, ça peut être des arbres, ça peut être un élément éventuellement qui peut impressionner du public, une tente, etc. Voir par rapport à la qualité du sol, et ça rejoint le paramètre météo, hein, des zones qui seraient plus glissantes ou plus profondes. La dimension topographique très importante, puisqu'évidemment, selon qu'on soit sur le plat ou que ça monte ou que ça descende, la stratégie et le comportement adopté est tout à fait différent. Et la météo, alors ça c'est un paramètre qui est légèrement plus en amont, mais qui évidemment peut influencer un peu, moyennement, voire beaucoup la reconnaissance. Et c'est évidemment à prendre en compte, puisque selon que le sol soit mouillé, voire très mouillé ou très sec, évidemment c'est pas du tout le paramètre n'aura pas du tout la même conséquence. Ça, c'est pour les facteurs. Alors ensuite, donc je vous ai mis une petite photo qui évoque un petit peu la suite, dont on va reparler. La méthode. Alors comment est-ce qu'on reconnaît un cross? C'est évidemment à pied en marchant généralement, voire éventuellement en courant, si on est pressé, ou en vélo. Ça c'est quelque chose, moi, que je trouve, et dont on reparlera un petit peu tout à l'heure, que je trouve assez intéressant parce que ça rappelle un petit peu l'image qu'on va retrouver une fois sur le cheval en situation par le fait qu'il y a un tout petit peu plus de vitesse et qu'on a une vue généralement panoramique, ou un peu plus panoramique que quand on marche. Soit on reconnaît seul, soit on est avec son entraîneur, soit on est en groupe dès lors que on est davantage dans un esprit d'équipe ou qu'on est tout simplement dans une compétition par équipe. Alors le nombre des reconnaissances, à mon avis, peut être situé entre 2 et 4. 2 pour un parcours assez facile, assez basique, niveau national, et qui peut aller jusqu'à 4 sur un championnat, parce que évidemment, plus la compétition est relevée, difficile, technique, plus on va envie d'avoir creusé toute la dimension technique et tous les paramètres. Il y a une question un petit peu personnelle aussi, de choix. Il y a des personnes qui ont plus besoin que d'autres en nombre de reconnaissance. Et puis, il y a également aussi une dimension d'expérience, puisque généralement, plus on a d'expérience, plus on a tendance à limiter le nombre, moins on en a, plus on l'augmente, évidemment. Et puis très important, un petit détail pratique, toujours prendre le plan officiel avec soi, parce que il y a des indications qui ne sautent pas forcément aux yeux si on y va un peu à l'aveugle comme ça.
déjà le tracé, il y a des PO, des passages obligés qui peuvent être qu'on n'a pas forcément vus et qui peuvent être signalés évidemment et qui doivent être signalés sur le plan officiel. Donc toujours prendre le plan officiel, il est là pour ça et c'est très important. Alors la première reconnaissance du parcours, euh, elle est assez rapide. Euh, c'est la plus rapide. Généralement, elle consiste à se faire une idée du parcours en général. C'est une sorte de vision d'ensemble, de vision globale qui permet de savoir un petit peu, déjà de réfréner sa curiosité parce que quand on fait du complet, c'est généralement beaucoup pour le cross et on n'a qu'une impatience, c'est de voir un peu à quelle sauce on va être mangé, entre guillemets. Voilà, il faut savoir la faire rapidement et sans trop s'attarder. Je pense que c'est une méthode qui peut être intéressante. Donc généralement, on peut la faire tout à fait en groupe sans problème, ça permet voilà, de se faire une idée commune. Alors, la deuxième reconnaissance, c'est de loin le gros morceau. La deuxième reconnaissance, elle est beaucoup plus approfondie, donc plus longue. On considère que pour une épreuve de haut niveau, elle peut facilement faire 2 heures. Alors, il y a évidemment un rapport direct avec la longueur du cross, mais c'est régulièrement au moins 2 heures, voire plus. Si on a un entraîneur, on l'a fait évidemment avec l'entraîneur ou avec des partenaires cavaliers, avec l'intérêt de pouvoir confronter un petit peu les avis. C'est très important de noter que cette reconnaissance-là, on décortique tout. C'est-à-dire que on repère évidemment les obstacles sous toutes les coutures, les options sous toutes les coutures. Il est très important d'imaginer donc toutes les options possibles, évidemment les rapides et les lentes, même si parfois on peut avoir tendance à dire, de toute façon, moi, la lente, elle n'est pas pour moi, donc à la limite, je la regarde à peine. Non, il faut toujours tout imaginer. De manière à se faire une espèce de photographie totale et mentale de ce qui nous attend. Ça, c'est vraiment très important d'être très pointilleux et même plus qu'on a envie de l'être parfois. Alors, qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, donc on repère évidemment les obstacles, on repère essentiellement, et pour beaucoup, les combinaisons. Les combinaisons doivent être très précisément mesurées parce que qui dit combinaison dit évidemment contrat de foulée. Et on sait tous que les contrats de foulée, ils peuvent être un peu courts, un peu longs ou alors très normaux, etc. Donc je vous ai mis une ou deux petites vidéos qui vont montrer ça. Donc d'abord sur la distance. Alors, il s'agit de voilà, Thibaut Valette cette année à badminton, sur CCI 4 étoiles de badminton. Donc ça, c'était une combinaison qui impliquait un piano en descendant, marche, 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 et deux foulées, droite, un obstacle directionnel. Vous voyez, on considère que généralement, pour ce qui est de marcher, on compte 2 mètres de réception après la marche et 4 bons mètres par foulée de cheval. On peut la repasser. Voilà. Un autre exemple. Voilà. Donc ça, c'est la mesure des foulées dans les combinaisons de manière un petit peu, comment dire, un petit peu moyenne, hein, parce qu'on va voir après qu'il y a des critères qui peuvent influencer. Alors justement, l'environnement lorsqu'on marche les combinaisons ou qu'on repère les options est important. On parle de valeurs dites classiques, donc c'est celle que j'évoquais à l'instant entre les 2 mètres du point de réception, les 4 mètres pour une foulée et éventuellement les 2 mètres pour le point d'appel. Ça, c'est des valeurs dites classiques, hein, c'est-à-dire c'est plutôt terrain plat, bon terrain, etc. Mais par contre, il peut y avoir des éléments extérieurs qui vont influencer
ces valeurs classiques et qui vont obliger à aménager un petit peu son calcul. Alors, ça peut être, bon, hormis le problème de la fatigue du cheval en fin de parcours ou d'un sol un petit peu glissant, donc qui font généralement que on a tendance à considérer que les foulées sont un peu moins grandes à cause de la fatigue du cheval qui a perdu un peu d'amplitude ou de la météo qui rend le sol glissant. Le cheval a tendance à réduire un peu son action. Mais il peut y avoir des paramètres aussi que sont la présence d'arbres qui peuvent gêner la route. Alors on en a un exemple. Vous voyez, là, Thibaut, il est obligé de slalomer un petit peu entre les arbres, donc, et de travailler son tracé, et de réenvisager un petit peu la longueur de ses foulées, parce qu'évidemment, la présence des arbres fait qu'il ne va pas pouvoir garder la même amplitude de galop. Voilà. Et puis, autre cas de figure, c'est la présence de l'élément extérieur, l'eau, qui fait que la profondeur de l'eau, qui normalement ne doit pas excéder 25 cm, mais fait que il va avoir tendance à être sur des foulées qui sont un petit peu plus courtes, tout simplement parce que galoper dans l'eau a tendance à réduire un petit peu l'amplitude du cheval et la propulsion au sol. Voilà, donc ça c'est voilà l'exemple d'éléments extérieurs qui vont influencer les valeurs dites classiques qu'on évoquait tout à l'heure. Le choix d'une option lente ou rapide est évidemment mûrement réfléchi et doit répondre à une stratégie. Donc c'est par rapport déjà aux capacités de son cheval. Euh, on aura tendance à prendre les rapides pour être plus performants mais avec des risques et les plus lentes pour être plus sécurites mais évidemment avec la pénalisation du temps. La dimension performance est aussi impactée par l'économie sur le plan métrique que présente l'option rapide. Donc ça, c'est une dimension importante. Et puis, il faut savoir que le choix d'une option, l'entour rapide, donc, doit être très calé évidemment au moment du départ sur le cross, mais peut évoluer en fonction entre le moment du début du cross et le moment où on part, puisque il y a certaines combinaisons parfois qu'on pensait prendre rapide et puis qui en fait se passe très mal et on se ravise et on va plutôt partir sur l'option lente. Voilà, donc ça c'est toujours avoir une vision clairement établie, mais avoir toujours mentalement la possibilité de se dire, pas de se raviser, mais de changer un peu de plan parce que les aléas de la compétition, la forme physique de l'athlète cheval ou sa fatigue peut influencer les choses en cours de route. Comme on le sait, le parcours est roulé. On roule le parcours pour le mesurer, et puis pour anticiper l'endroit des minutes de manière à être toujours dans l'idée de le plus près du temps imparti, mais sans être trop vite pour économiser l'effort. Voilà, donc ça c'est des illustrations de ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'obligation de marcher dans l'eau pour visualiser exactement le tracé. Et juger de la profondeur de l'eau et de la solidité du sol, hein, évidemment. Moins le sol est solide, plus c'est difficile. Donc plus on aura tendance à réduire la distance de chaque foulée. Plus l'eau est profonde, pareil, on aura tendance à réduire. Donc pour une foulée de 4 mètres en terrain plat, on sera sur une foulée un peu plus courte, de 3 mètres, 3 mètres 50. Et puis le tracé, voilà, très important, reconnaître le tracé. Voilà. On en a un autre exemple en vidéo. Voilà, Thibaut qui marche. Donc, qui est vraiment sur un tracé très minutieux parce qu'il s'agit non seulement de prendre le contrôle de sortie, mais surtout d'aligner un directionnel
voilà, qu'on devine. Un petit peu derrière. Voilà. La troisième et la quatrième reconnaissance. Donc la troisième, généralement, elle est faite seule, de manière à se faire, après avoir discuté en groupe ou avec l'entraîneur, de se faire son scénario plus personnel. J'aime bien comparer ça au skieur qui récite sa descente avant de s'élancer. Hein. Je parlais du vélo tout à l'heure. Moi, j'aime bien faire la troisième reconnaissance à vélo pour me rapprocher des sensations et de la vision qu'on a sur le cheval au moment en situation. Donc la troisième reconnaissance, c'est vraiment une récitation personnelle, hein, et qui demande une très très grande concentration et surtout à ne pas être dérangé par des éléments extérieurs, type téléphone, etc. Hein. Puis la quatrième, elle est facultative. Elle peut, si on en fait une, elle peut se faire en groupe éventuellement. Hein. Elle reste très facultative. Donc les vidéos, on a vu. Enfin, la reconnaissance pour un élève. Alors la différence quand on se place en position d'enseignant, c'est que là, on reconnaît pour trois. Hein, bon, pour soi, l'entraîneur, pour l'élève et puis pour le cheval. Il faut apporter une dimension très pédagogique, didactique, dès lors qu'il faut, selon le niveau d'autonomie de l'élève en situation, être extrêmement pédagogique sur la manière dont il faut préparer le galop, préparer la courbe, préparer le tracé, etc. Et ça, évidemment, c'est très en rapport avec la manière dont l'élève est capable de se gérer en situation. Prendre la dimension mentale, c'est-à-dire qu'il faut à la fois savoir euh, euh, préparer l'élève aux difficultés sans l'inquiéter. Il faut aussi, puisqu'on est toujours là avec un objectif de performance, savoir oser des fois lui faire prendre des risques. Alors évidemment, ça nécessite une grande connaissance du couple qu'on entraîne, mais il y a une espèce d'équilibre un petit peu idéal à trouver entre la prise de risque en reconnaissance et, le fait d'être sécurisé mentalement de manière à ce que l'élève ne soit pas submergé par la crainte, parce qu'il faut toujours considérer que en situation, l'élève a quand même plutôt tendance à une perte relative de moyens, et qui fait que même un peu, même en ayant perdu en lucidité, il doit être prêt à tout moment à imaginer le plan B, c'est-à-dire l'option qui change au dernier moment. Donc par définition, ça sous-entend qu'il faut l'avoir particulièrement anticipé lors de la reconnaissance. Et puis généralement, enfin, on s'assurer par un échange avec l'élève que qu'il a bien compris, qu'on est bien sur la même longueur d'onde sur le plan technique, et que la récitation ou la leçon est prête à être récitée. Voilà. Pour vous dire enfin et pour terminer que, avant de passer aux questions, qu'on a deux ouvrages références, donc je me permets d'évoquer le mien d'abord. Pour ceux qui le connaissent, Le cheval de concours complet, éducation et entraînement, donc Belin 2016, où vous trouverez des informations très en lien avec tout ça, et le concours complet d'équitation Patrick Gallou, Belin 2010. Vous avez enfin la date de la prochaine WebConf, mardi 13 juin 2017, 11h30, 12h. Les exigences sanitaires à connaître pour déplacer mon cheval à l'étranger, expert Bénédicte Ferry. Voilà, maintenant j'attends vos questions. Alors, les questions, j'en ai une pour l'instant qui concerne la foulée de crosse. La foulée de crosse est-elle plus longue qu'en CSO, 4 mètres au lieu de 3,50 m par exemple? Alors, oui, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'amplitude du galop de crosse qu'on a, euh, qui est en lien avec la vitesse qu'on considère généralement comme étant le train, la notion de train, euh, on est sur 4 mètres, voire même un petit peu plus selon l'amplitude de certains chevaux. Et puis évidemment, selon la vitesse
du parcours, puisque selon qu'on soit sur un cross avec une vitesse à 450-500 mètres minute, qu'on soit sur un cross à 570 mètres minute, il est bien évident que ça a tendance à impliquer des foulées qui sont plus ou moins longues, mais on est généralement sur 4 mètres, alors qu'en saut d'obstacle, on va être davantage sur un 3 mètres 50. Voilà. Bon, ça, ce sont évidemment des valeurs moyennes qui sont susceptibles d'être réajustées selon les paramètres évoqués, vitesse, amplitude naturelle du cheval, etc. Alors une autre question, dans les petites séries, on envisage de retirer les minutes. Qu'en pensez-vous? euh, Bon, déjà, j'apprends cette hypothèse, cette possibilité. Euh, Moi, je pense que les minutes, c'est un bon moyen quand même. C'est presque un moyen pédagogique, un petit peu, d'apprendre à gérer l'effort. Si on était en situation d'enseignant et qu'on faisait travailler un élève de manière à lui faire apprendre un petit peu la notion de train, bah, on aurait envie de poser des minutes de manière à ce qu'il galope et qu'il se cale un petit peu sur, sur les minutes, sur les panneaux qu'on aura mis. Donc, moi, j'y vois une dimension pédagogique intéressante et puis une très bonne aide, tout simplement. Ce qu'on peut craindre dans les petites séries, c'est souvent des gens qui aillent trop vite. Je pense qu'il y a. Alors, je ne suis pas du tout sûr que d'enlever les minutes, euh, ça, ça évite ce problème-là. Par contre, voilà, donc pour répondre à la question, moi je pense que c'est bien d'avoir les repères visuels des minutes. Puis de toute façon, c'est pas parce que on supprime les minutes que les gens ne seront pas à même de rouler le cross s'ils le veulent. Voilà, donc ça ne me paraît pas être forcément extrêmement, extrêmement judicieux. Les... Alors c'est vrai que sur les concours internationaux, les minutes ne sont pas posées, donc ça implique que chacun un petit peu fasse sa propre mesure. Mais j'ai pas le sentiment qu'en termes, si on essaye de se rapprocher du niveau amateur, si on veut comparer ça entre guillemets au niveau une étoile, j'ai pas le sentiment que le fait qu'il y ait des minutes ou pas ait une implication réelle sur la manière des gens, des cavaliers, d'appréhender le cross et de monter. Donc voilà. Non, non, je pense qu'il gardons les minutes. Voilà. Alors est-ce qu'il y a d'autres questions qui s'offrent à nous? Bien retenir, hein, avec tout ce qu'on a dit, que, que les reconnaissances de cross sont vraiment, c'est pas accessoire, c'est pas anodin, c'est vraiment à intégrer en amont même dans le temps de compétition, c'est-à-dire euh, tout simplement programmer les reconnaissances, se dire que par exemple, eh bien, à telle heure, tant de temps avant mon dressage, je vais faire ma première reco. Alors déjà, ça sous-entend bien savoir combien on va en faire. Et puis savoir quand on fera la deuxième, savoir quand on fera la troisième. Voilà, c'est pas tiens, je vais aller faire Marco, et puis en fait, non, j'ai pas le temps. Non, c'est vraiment sans parler d'une épreuve dans la compétition, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut planifier parce que ça conditionne quand même énormément la prestation au final. Une autre question, quels sont les outils de préparation mentale que vous utilisez le plus dans le haut niveau et notamment durant les reconnaissances? Bah, les outils, je ne sais pas si on peut parler d'outils, mais ce qui est sûr, c'est que pour réduire au maximum l'implication du stress inhérent à la pratique de la compétition, entre autres, que plus on sait où on va,
moins il y a de surprises, moins il y a de stress. Moins il y a de surprises, moins il y a de stress. Plus on a une photographie très précise euh, de ce qui va se passer, moins on est dans l'improvisation, donc moins on s'expose aux mauvais choix et à la perte de lucidité. Donc je pense que la reconnaissance de cross et le lien avec les dimensions mentales, c'est de faire que au maximum, on ait le sentiment d'avoir quasiment vécu l'instant au moment de faire le cross parce que on aura été tellement précis dans le décortiquage du parcours et dans l'imagination de tous les scénarios possibles, eh bien, on aura tellement le sentiment d'avoir quasiment vécu l'instant que il suffira en fait presque, complètement c'est impossible, mais il suffira presque de réciter une leçon. C'est impossible complètement puisque on reste dans une performance sportive avec les aléas inhérents, et puis surtout on est dans une performance sportive qui se fait à deux et avec un autre être vivant. Et donc, ça implique quand même une incertitude de toute façon qui restera toujours réelle. Mais plus on a relu et plus on a vu, plus on est sûr. Voilà. Alors, on m'évoque une quatrième question qui est ne pas oublier de reconnaître les fanions d'arrivée, surtout à petit niveau. Alors, c'est pas une question, mais oui, effectivement, bien sûr. Donc, on n'avait pas parlé de la reconnaissance des zones de départ et d'arrivée, mais bien évidemment, c'est à prendre en compte. Déjà, la localisation par rapport au premier obstacle et au dernier, et puis, euh, et puis, euh, et puis évidemment, il peut arriver parfois que la ligne d'arrivée soit légèrement décalée. J'ai déjà vu des couples en compétition finir sans problème, sans faute et visiblement assez vite le parcours et puis oublier de passer la ligne d'arrivée parce qu'elle était un petit peu décalée. Voilà, donc c'est pour le moins dommage et pour le moins frustrant au final. Donc, bien sûr qu'en plus des obstacles et tous les paramètres qu'on a évoqués, il y a le départ et la ligne d'arrivée, évidemment. Voilà, a priori, pas d'autres questions. On va pouvoir patienter quelques secondes pour être sûr que ça soit bien le cas, auquel cas, ah si, une question qui arrive. La reconnaissance a-t-elle un impact sur la détente? Oui et non. Non, parce qu'une détente de crosse, de manière un peu schématique, c'est c'est forcément, on va dire, une demi-heure. Moi, je trouve que c'est une bonne durée, de manière à s'échauffer suffisamment, et puis à pas fatiguer le cheval, hein. Et détendre une heure, ce serait complètement ridicule. Détendre 10 minutes, ce serait trop court. Donc une demi-heure, c'est bien. Alors, une implication, oui, parce que si par exemple on observe que il y a c'est un parcours après la reconnaissance, c'est un parcours qui va être euh, où les efforts sont intenses, il n'y a pas beaucoup de distance entre les obstacles, et donc en gros qu'il va falloir être toujours un petit peu dans l'effort et pousser le cheval et savoir partir vite. C'est bien évident que la détente devra apporter un soin particulier au fait de faire monter un petit peu le rythme cardiaque du cheval de manière à ce que il ait été préparé à l'effort intense auquel on le prépare. Donc, bien évidemment, il y a un lien entre la reconnaissance et la manière d'impacter la détente. Une autre question, dans le haut niveau, sentez-vous des différences dans la méthodologie des reconnaissances en fonction des pays et de leur culture? Ça, c'est une question intéressante. Non pas que les autres ne l'étaient pas, mais elle est un peu différente. Alors, je pense pas qu'il y ait de différence majeure. Je pense qu'on est vraiment sur toutes les nations basé sur les standards là qu'on évoquait tout à l'heure. Par contre, on observe parfois des nations qui s'inspirent d'autres. Alors généralement, c'est voilà, on a facilement des nations qui sont réputées les moins fortes,
qui vont avoir tendance ou à venir consulter directement les nations les plus fortes, hein, bon, qu'on connaît, hein, c'est évidemment l'Angleterre, l'Allemagne, la France, etc., les États-Unis. Mais après, la différence, je pense que ça va être plus sur le temps qu'on y passe. Bon, voilà, on observe des fois des nations qui vont avoir tendance à passer plus de temps que d'autres, à disséquer. Mais on est quand même hein, vraiment sur une méthodologie qui se ressemble. Alors, moi, je vois pas, avec mes expériences sur les épreuves de haut niveau, j'ai pas eu le sentiment qu'il y avait des nations qui faisaient les choses de manière très différente. Une question personnelle d'une fan, merci. Vous répondez si vous voulez. Comment allez-vous depuis votre fracture? Bien remis. Alors là, on est, on est sur une question un peu plus perso. Bah écoutez, ça va bien. Merci beaucoup. Bien guéri. J'ai fait le CCI de Saumur. J'avais 3 chevaux dans le 2 étoiles, donc c'était un bon test pour savoir si la cheville tenait. Et elle a bien tenu. Donc je suis ravi. Et puis c'est voilà, c'est une histoire ancienne et ça fait partie voilà, des aléas de ce sport, puisque même en faisant de très bonnes reconnaissances de parcours, eh bien, on peut se faire mal, on peut tomber quand même. Hein, si c'était la solution absolue, voilà, il n'y en a pas, mais par contre, voilà, c'est en étant le plus pointilleux possible qu'on repousse au maximum les risques éventuels de problèmes. Merci pour, euh, pour vous être intéressé à mon état. Une autre question qui arrive. Quand faire la reconnaissance? La veille du concours, le jour J ou pendant le concours pour voir le passage des autres concurrents? Un peu tout ça. Alors évidemment, si c'est une compétition sur un seul jour et qu'on arrive le matin même, on ne va pas venir la veille pour faire la reconnaissance. Par contre, quand c'est une compétition sur un seul jour, évidemment, il faut prévoir justement d'arriver particulièrement tôt pour pouvoir caser la première reconnaissance, gérer ça avec le dressage, etc. L'idéal, quand on a la possibilité, on n'est pas limité par des problèmes d'arriver juste le matin ou autre. C'est d'en faire une évidemment la veille, voire l'avant-veille du dressage, une le jour du dressage, et puis une le matin du cross. Et alors, si on a la chance d'avoir un numéro de passage qui soit suffisamment tard dans l'épreuve pour voir les premiers, l'idéal, c'est pouvoir même d'aller voir en situation la manière dont se sautent les combinaisons qui posent problème, enfin, qui posent interrogation, parce qu'au final, et ça c'est important de le dire, c'est que on a bon, il y a ce qu'on a reconnu et puis il y a la manière dont les chevaux le sautent. Et ça, je crois que c'est une manière intéressante de conclure un petit peu notre intervention, c'est que rien au final ne remplace la réalité, c'est-à-dire que voilà, on a calculé un nombre de foulées, on a calculé un tracé, et c'est vrai que ce qu'il y a de plus parlant, bah, c'est la manière dont les chevaux l'appréhendent au moment où ils sont devant l'obstacle ou devant le tracé. Donc il faut toujours, et ça peut être notre conclusion, garder une place de toute façon, dans tous les cas, à une possibilité d'improvisation, mais parce que déjà elle est obligatoire, parce qu'elle est inhérente et parce qu'elle fait partie des qualités que doit avoir le cavalier de complet. S'il suffisait seulement de réciter une leçon, bien voilà, ça ne serait pas si compliqué au final, ce serait juste un effort de mémoire. Non, au final, la qualité du bon cavalier, bah, c'est justement de savoir interpréter en fonction de, de ce qui se passe et de ce qui est susceptible de changer jusqu'au dernier moment. Voilà. Écoutez, je crois qu'on va rester là-dessus. Hein, on va rester là-dessus parce que le temps passe vite, malheureusement. Euh, je vous rappelle que vous aurez un questionnaire, je crois, de satisfaction auquel vous pouvez répondre de manière à ce que voilà,
on s'améliore, comme je vous le disais depuis le début. Et puis vous remercier pour votre attention. Et puis vous encourager évidemment à suivre les cycles des prochaines webconférences. Voilà, parce que il y en aura d'autres. Et puis pour ce qui me concerne, j'ai prévu d'en animer d'autres ultérieurement dans l'année. Voilà, bonne soirée à tous et à bientôt.